Je vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation au cycle de conférences organisé par Sherbrooke Academy. La thématique d'aujourd'hui est d'une grande importance puisqu'on va parler argent, plus précisément de la réglementation de l'Office d'échange. En partenariat avec le cabinet Eurodéfi, présidé par notre conférencier ce soir, M. Abdelaziz Arji, expert comptable, auditeur, commissaire aux comptes, président de la commission appui aux entreprises de la CFCIM. C'est Abdelaziz, marhaba bik, je vous cède la parole pour présenter votre cabinet. Merci à vous. Je vous remercie, M. Draoui. C'est un plaisir pour moi de faire ce partenariat avec votre école, qui est une académie qui est en droite ligne avec ma spécialité, puisque vous enseignez aussi la finance, et je vous laisserai par la suite présenter votre école. Alors, Eurodéfi a une existence au Maroc de maintenant 21 ans. J'en suis le fondateur et j'ai avec moi des partenaires, des associés. Nous sommes 4. Pourquoi 4? Parce que nous gérons les cabinets de Casablanca, de Bouskoura, de Tanger et un deuxième cabinet à Casablanca. Et donc, nous sommes aujourd'hui environ 53 collaborateurs dans des spécialités donc, de l'expertise comptable, de l'audit et du conseil. Et pourquoi cette thématique en fait? Parce que c'est quelque chose que nous pratiquons au quotidien, puisque la majorité de nos clients sont des sociétés étrangères installées au Maroc ou bien des sociétés marocaines qui ont recours à l'office d'échange et aux opérations en devise. Et donc, c'est pour cela que je pense que j'ai une contribution à apporter aujourd'hui à cette thématique. Et donc, à mon tour, je vais vous demander, M. Draoui, de présenter Sherbrooke Academy, même si elle je dirais, elle est très connue sur la place. Merci, c'est Arji, monsieur Arji. Bon, donc, Sherbrooke Academy, c'est une école affiliée au Cégep de Sherbrooke au Canada, donc affiliée en même temps. Donc, on dépend directement du ministère de l'Éducation du Québec au Canada. Et donc, tous nos étudiants qui sont inscrits chez nous sont automatiquement inscrits au Cégep et donc au niveau du ministère de l'Éducation au Québec. C'est vrai que ça fait maintenant 22 ans qu'on est là, donc à la même place, fidèle au poste. Et donc, on est sur des cycles de formation allant du baccalauréat jusqu'au master et MBA. Donc, dans les domaines de tout ce qui est business et tout ce qui est digital. Voilà, ceci étant dit, je crois que je vais passer maintenant à une question je crois qui est un peu trop demandée, et pour parler de quel est l'intérêt de ce sujet aujourd'hui? Alors, l'intérêt de ce sujet, honnêtement, quand nous avons parlé ensemble d'une thématique qui peut intéresser l'auditoire marocain, j'ai lu un article dans la presse qui a attiré mon attention, qui dit la chose suivante: les Marocains sont classés premiers dans l'achat de maisons, donc d'habitations, de logements en Espagne. Et donc, ils sont classés premiers parmi la communauté étrangère installée en Espagne, qui achète des maisons en Espagne. Donc, en fait, c'est 10% de la communauté étrangère qui achètent des maisons en Espagne, c'est des Marocains. Alors, je ne dis pas qu'ils sont tous résidents au Maroc, parce que ce sont des Marocains installés en Espagne qui achètent des maisons, c'est tout à fait leur droit. Mais les Marocains qui sont résidents au Maroc le font avec un risque énorme, et donc on va en parler, parce que tout simplement, c'est une question qui est réglementée. Et donc, il y a beaucoup de gens qui confondent encore l'idée de l'amnistie fiscale, de l'amnistie de l'office d'échange qui a eu lieu, et la problématique de l'amnistie avec la possibilité, ils croient qu'ils peuvent encore acheter des maisons à l'étranger en toute impunité, etc. Alors que c'est très réglementé pourquoi? Parce qu'en fait, le dirham, malgré sa force à l'étranger, et ça on le constate parce que on le voit dans certaines officines qui sont tout à fait officielles à l'étranger,
en train de s'échanger et on est étonné. Donc ça prouve la force de la devise, je dirais, de la monnaie marocaine. Et par contre, légalement, elle n'a pas cours à l'étranger. Donc ce n'est pas une devise qui peut servir à l'étranger. C'est une monnaie qui est maroco-marocaine, réglementée, et donc toute opération à l'étranger doit requérir une autorisation de l'office d'échange, sauf les opérations qui sont autorisées d'office ou qui sont déléguées à la banque pour les exécuter sans avoir besoin de l'autorisation de l'office d'échange. Et donc, voilà, donc c'est le premier, si vous voulez, intérêt de cette thématique ce soir, c'est pour informer les gens. Et la deuxième, c'est que dans le domaine, dans le monde des affaires, nous constatons que les opérateurs, les entreprises connaissent les contrôles fiscaux, et ce n'est pas la thématique aujourd'hui, mais aujourd'hui, malheureusement, c'est quelque chose les entreprises sont confrontées aux contrôles fiscaux de plus en plus, parce qu'il y a eu une trêve en 2020 en raison de la trêve donc des amnisties, et maintenant l'administration fiscale revient donc à la charge pour faire les contrôles. Les gens connaissent les contrôles de la CNSS, qui sont aussi recrudescents par secteur. Nous avons par exemple certains secteurs employeurs de main-d'œuvre de manière intense, et donc il y a des contrôles CNSS aujourd'hui qui sont diligentés. Et par contre, les gens ne connaissent pas les contrôles de l'office d'échange. Et je dirais que le contrôle de l'office d'échange, sans exagérer, c'est le pire. Pourquoi? Parce que la pénalité de l'office d'échange est énorme. Elle est égale exactement à 7 fois le montant éludé. Donc ce n'est pas 10%, ce n'est pas 30%, c'est 7 multiplié par le montant éludé. Autrement dit, la personne qui s'aventure à acheter une maison à l'étranger sans avoir eu l'autorisation de l'office d'échange s'expose à payer une pénalité qui est égale à 7 fois le montant de la maison qu'il a achetée à l'étranger. Donc ça, c'est la pénalité qui est écrite noir sur blanc dans la réglementation de l'office d'échange. Après, bien sûr, on peut rentrer si la personne est de bonne foi, mais personne n'est censé ignorer la loi. Et ce soir, justement, on est en train de faire de la vulgarisation. On peut rentrer en discussion avec l'office d'échange, demander des remises, trouver un accord, etc., etc. Mais si on veut appliquer la loi dans toute sa rigueur, c'est 7 fois les montants éludés. Et pour une personne physique, quel est le montant d'un dotateur touristique, ou est-ce qu'on peut réellement l'utiliser à notre guise? Alors ça, c'est une bonne question. Alors je vais passer le slide pour y répondre. Justement, il y a une grande confusion sur la dotation touristique. Alors, juste pour la petite histoire, le Maroc a créé cette dotation touristique et a porté son montant à 45 000 dirhams par personne et par an. Et je trouve que c'est une idée géniale, c'est une idée ingénieuse, parce que la dotation touristique de 45 000 dirhams, elle a permis d'assécher le marché parallèle. Complètement assécher le marché parallèle, ou presque. Contrairement à d'autres pays où on trouve des places d'endroits dans lesquels la devise circule et elle est échangée, etc. Le Maroc, donc, avec cette idée de la dotation touristique, a permis d'assécher le marché parallèle de la devise. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que le montant de 45 000 dirhams peut sembler dérisoire pour certaines personnes, mais c'est quand même un budget assez confortable pour faire des vacances, je dirais, de première gamme, voire d'une gamme intéressante, puisque c'est par personne. C'est pour même les enfants, ils ont droit à ce montant de 45 000 dirhams. Donc 45 000 dirhams, si on prend quelqu'un qui voyage dans un voyage organisé, je dirais, qui se respecte avec des moyens qui ne sont pas astronomiques, mais des moyens de marché, etc. Pour 45 000, ça pourrait suffire à une famille, chacun, pour voyager confortablement, etc. Alors maintenant, pour les personnes qui ne peuvent pas se contenter de ce montant-là, ils peuvent demander une augmentation, donc qui peut aller jusqu'à 100 000 dirhams par an. Et ils peuvent cumuler 2 années
Ils peuvent cumuler 2 années et ça leur donne 200 000 dirhams par personne et par an. Mais il y a une condition. Il y a une condition, il faut que ça soit une personne qui paye de l'impôt sur le revenu. Donc, si la personne paye bien l'impôt sur le revenu, donc elle a des… Et c'est tout à fait normal parce qu'on va donner plus de devises à une personne qui a plus de revenus. Vous êtes bien d'accord? Et donc, si on lui donne plus de devises, c'est parce qu'il paye plus d'impôts. Et s'il paye plus d'impôts, ben, on va le remercier en lui ajoutant un crédit, si vous voulez, de 25% du montant de son impôt pour augmenter sa dotation qui peut atteindre jusqu'à 100 000 dirhams par an. Et sur 2 années cumulées, ça lui fait 200 000 dirhams, ce qui fait quand même une bonne somme. Et pendant cette pandémie, les gens, ça fait maintenant 2 ans, et je prie Dieu qu'on en soit débarrassé le plus tôt possible. Les gens n'ont pas beaucoup voyagé et il se trouve qu'ils ont le droit d'accumuler cet argent. Et donc cet argent, certains pensent que c'est leur droit et c'est un argent, c'est des devises qu'ils peuvent utiliser à leur guise. Et donc ils se disent pourquoi pas, ben, si j'ai 100 000 dirhams par an, avec peut-être 1 million de dirhams, jusqu'à 1 million de dirhams chacun de la famille, chaque membre de la famille, on peut s'acheter un bien à l'étranger et c'est tout à fait notre droit. Mais c'est complètement aller à l'encontre de la loi puisque cette dotation est vraiment réservée au voyage. Donc, il ne faut pas confondre. Voilà. Alors, si on veut acheter une maison, je vais vous dire, il y a une seule exception pour acheter une maison, c'est quand on a des enfants qui sont scolarisés à l'étranger. L'Office d'échange vous autorise à acheter une maison à l'étranger pour loger vos enfants avec obligation, quand vous avez terminé les études et que vos enfants ont terminé leurs études, de vendre la maison et de faire entrer l'argent en banque. Mais acheter une maison pour la villégiature ou pour dire, voilà, j'ai un pied-à-terre en Espagne et j'ai puis un pied-à-terre à Honolulu, ça fait partie du rêve. Il ne faut pas rêver. La devise, c'est une denrée rare. C'est utilisé c'est notre, si vous voulez, c'est le fer de lance, je dirais, l'arme pour pouvoir faire du commerce extérieur. Et cette devise doit correspondre justement, nous permettre d'acheter et de faire du commerce à l'étranger. Et bien sûr, le voyage fait partie de la vie. Et c'est pour ça que cette dotation de voyage a été instituée pour que les gens puissent confortablement, si vous voulez, puissent voyager confortablement comme tout citoyen digne de ce nom. Et si on parle un peu des sociétés, des fois qui ont quelques contraintes pour payer l'achat de logiciels ou de biens ou de services à l'étranger et de payer à l'avance, donc avant même d'avoir une facture, comment ils peuvent faire? Oui, alors ça, c'est effectivement une problématique qui a été solutionnée par l'Office d'échange avec les nouvelles mesures d'assouplissement. C'est que si moi, je suis une société marocaine et que je veux acheter ou louer plutôt une licence d'un logiciel ou une prestation de maintenance de mon parc de logiciels informatiques au Maroc, ben, la société étrangère va exiger de moi de payer une redevance annuelle, mais il faut que je la paye d'avance. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle du prépayé. Okay. Eh bien, le prépayé, ce n'était pas possible avant. Donc, l'Office d'échange exigeait que la prestation soit consommée avant de la payer. Mais exceptionnellement, à partir du moment où l'Office d'échange donc, a étudié cette problématique, il permet de payer cette redevance en avance, que ce soit pour un logiciel ou que ce soit pour une prestation de service de maintenance sur le parc logiciel. Et là aussi, par rapport à… Donc, on revient toujours aux touristes et aux touristes marocains bon, qui vont à l'étranger. Et on se retrouve des fois dans une situation où on a certains opérateurs hôteliers pratiquent la compensation de leurs recettes en devise avec des pénalités infligées par des tours opérateurs. Qu'en pensez-vous, M. Largi? Oui, alors, cette question concerne les hôtels. Les hôteliers aujourd'hui ont presque tous, à partir du moment où on est catégorisé
dans un hôtel à partir de 3, 4 étoiles. Les hôtels nouent des partenariats avec des opérateurs qu'on peut citer, qui sont, je ne sais pas moi, Booking, etc., que nous utilisons tous. Et en fait, ces opérateurs signent des contrats avec les hôtels. Et si vous ne respectez pas le cahier des charges, c'est-à-dire que si, par exemple, vous permettez à cet opérateur de lui donner un stock de chambres de 10% de votre hôtel pour qu'il le commercialise, si vous ne lui réservez pas ce 10% et qu'il vous envoie des clients et que vous lui dites je n'en ai plus, je n'ai plus de place, et qu'il s'aperçoit que c'est de la mauvaise foi, ils ont infligé des pénalités. Et donc, en fait, les hôtels sont pris à la gorge par cette convention parce que ça leur rend service, même si ça leur coûte, mais des fois, ils n'arrivent pas à respecter l'engagement et donc ils doivent payer des pénalités. Et donc, comment ils s'arrangent avec l'opérateur, avec le tour opérateur, c'est qu'il lui demande de faire une compensation entre les recettes du voyage, enfin de ses clients, et la redevance qu'ils doivent lui payer, parce que c'est l'opérateur finalement qui encaisse et qui paye l'hôtel. Et donc, ça, l'Office d'échange a dit, bon, écoutez, c'est tout à fait interdit de faire de la compensation parce que quand vous faites de la compensation, mes statistiques sont faussées. Je préfère que laisser l'argent rentrer, d'accord? La devise qui est promise rentre au Maroc. Et si vous avez à payer un fournisseur ou une pénalité, à ce moment-là, je vous autorise à la payer à partir du Maroc. Comme ça, mes statistiques de l'Office d'échange sont tout à fait claires et je n'ai pas de trou dans la raquette à la fin de l'année. Okay. Et une autre question, M. Arji. Est-ce qu'une société marocaine peut avoir un compte à l'étranger? Alors, une société marocaine peut avoir un compte à l'étranger. Le problème qu'il y a, c'est que l'Office d'échange a toujours peur de l'évasion. Et donc, la question, oui, dans l'absolu, on peut autoriser l'entreprise à ouvrir un compte à l'étranger, mais à quoi va-t-il servir? Alors, je vous donne deux exemples dans lesquels l'Office d'échange peut autoriser l'ouverture d'un compte à l'étranger. Vous avez, par exemple, votre société au Maroc qui fait du e-commerce et qui vend des produits à l'étranger, mais à des faibles valeurs. Supposons que ce sont des produits qui ne vont pas dépasser 10, 20 euros si vous les vendez dans le marché européen. Alors, si un Européen vous achète, par exemple, un produit d'artisanat ou un produit cosmétique marocain et qui vous envoie 20 euros, la banque française la banque européenne va vous prendre 3 ou 4 euros ou même plus de frais. La banque marocaine va vous prendre autant, va vous prendre jusqu'à 10 euros. Donc 10 euros sur 20 euros, il ne reste rien. Donc si à chaque opération, les deux banques prélèvent des frais sur les petits encaissements, il ne va rien rester à la fin. Et donc, en fait, dans ce cas-là, on fait une demande justifiée, donc, avec un bon dossier à l'Office d'échange qui va étudier la question et qui va vous autoriser à ouvrir un compte à l'étranger, qui va permettre, en fait, de capter cet argent, ces devises à l'étranger, d'accord, et de vous permettre de les rapatrier. Mais il va vous autoriser, il va vous obliger à la fin de chaque mois de vider ce compte-là et d'envoyer en un seul envoi cet argent au Maroc. Donc, ça permet, quand on a fait la recette totale du mois, donc si j'additionne les 20 euros, je vais me retrouver par exemple à 50 000 ou à 100 000 euros de recettes mensuelles. Si j'en fais le rapatriement, si la banque marocaine me prend 1 pour 1000 de frais, ça ne va pas chiffrer grand-chose. 1 pour 1000 avec un maximum, par exemple, de 150 dirhams, ça ne va pas chiffrer grand-chose, alors que si c'était des petits montants, je ne m'en sortirais pas. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est que les prestataires de services, pour les prestataires de services qui soumissionnent à l'étranger, donc on leur demande, on les autorise plutôt à ouvrir un compte à l'étranger pour faire face
aux dépenses liées à tout ce qu'ils vont faire à l'étranger en termes de promotion, en termes de paiement de frais pour le marché qu'ils vont avoir. Alors, on prend un exemple simple. Supposons une société de développement informatique marocaine qui va remporter un marché à l'étranger pour développer une application, pour intégrer une application à l'étranger. Elle a besoin de cautionner, de donner une caution. Elle a besoin de faire des dépenses de marketing. Elle a besoin de faire des dépenses de voyage. Et donc, en fait, pour cela, l'Office d'échange va l'autoriser à ouvrir ce compte à l'étranger pour faire face à ces dépenses liées à ce marché. C'est le cas notamment des centres d'appel pour qui, des fois, on demande de payer une caution pour décrocher des marchés, c'est ça, hein? Est-ce que ça s'applique aussi Exactement. Alors, en fait, j'ai cité l'exemple de sociétés informatiques, mais effectivement, les centres d'appel aussi, quand ils veulent, par exemple, prendre un marché à l'étranger, que ce soit en Europe, aujourd'hui, on travaille avec le Canada aussi, de plus en plus avec le Canada. On travaille, moi j'ai reçu dernièrement, et c'est quelque chose qui m'a fait plaisir et anecdotique. Ben, c'est une société qui vient de la Guadeloupe, hein, qui vient pour ouvrir un centre d'appel, un centre de contact au Maroc. Et donc, en fait, le Maroc est connu pour la qualité de ses infrastructures, connu pour la qualité de ses ressources humaines et ses conditions compétitives. Et donc, en fait, pour décrocher un marché, le donneur d'ordre, des fois, vous oblige à donner une caution. Pourquoi la caution? Parce que c'est quelqu'un qui va s'engager avec vous, d'accord, qui va s'engager avec vous. L'engagement, d'ailleurs, il est mutuel, mais qui va vous donner la gestion de sa relation client. Des fois, ce sont des institutionnels, et pour qu'ils puissent compter sur vous, parce que quand ils donnent le go, il faut qu'ils puissent être tranquilles sur la gestion de sa relation client. Donc, il va vraiment vous donner sa vie. Il va vous donner la gestion de ses clients, de son chiffre d'affaires. Et donc, il a besoin que vous honoriez le contrat, et pour cela, il a besoin que vous payiez une caution, hein, pour garantir la prestation. Et pour cela, l'Office d'échange autorise le centre d'appel à payer cette caution à l'étranger. Et par rapport aux exportateurs marocains, donc de biens marocains, comment ils font avec l'Office d'échange? Alors, les exportateurs de biens, ils font un engagement. Alors, je n'ai pas très bien compris votre. Est-ce que vous pouvez répéter votre question, Cédric? Elle est un peu large. C'est vrai. C'est-à-dire, bon, une autre. Pardon? Oui. Alors, donc, non, c'est-à-dire comment régler les surinstallés navires par les exportateurs de biens marocains? D'accord, OK. Alors, oui, c'est un problème que rencontrent les importateurs et les exportateurs. Quand moi, je suis par exemple une société qui exporte je dirais, des produits artisanaux ou de l'huile d'argan ou de l'huile l'huile donc d'olive, etc. Et le bateau arrive dans un port étranger et pour des questions techniques, parce que la marchandise, mon transporteur n'a pas présenté une certification quelconque exigée par le pays d'origine, eh bien, le pays d'origine, le port va exiger que le navire soit immobilisé jusqu'à ce qu'on lui présente, la marchandise soit immobilisée jusqu'à ce qu'on lui présente le certificat de conformité exigé. Et donc, en fait, le temps que moi, je fasse parvenir le certificat demandé, ma marchandise va rester sur le port de destination
et le port de destination va me facturer ce qu'on appelle des surstaries de navire. Et donc, en fait, quand je vais apporter le certificat, le port en question va me dire, bon, écoutez, c'est bien, le certificat, c'est bien, mais maintenant, il faut payer la pénalité parce que vous nous avez changé, vous nous avez bloqué, le bateau a été bloqué, on a mis votre marchandise dans un magasin, et maintenant, il faut payer tout ça avec des pénalités. Donc, en fait, si l'Office d'échange ne m'autorise pas à le faire, je n'ai pas le moyen de le faire parce qu'avant, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est une réalité, donc en fait, et l'Office d'échange permet aux transporteurs, aux exportateurs ou bien aux importateurs qui sont bloqués dans des ports et qui sont obligés de payer du surstarise, de les payer tout à fait légalement. Si on revient, de toute façon, si on revient un peu pour tout ce qui est voyage d'affaires, pour les entreprises, donc comment fonctionne la dotation de ce voyage d'affaires pour les sociétés? Alors, la dotation de voyage d'affaires, donc on a parlé de la dotation de voyage touristique et maintenant on va parler de la dotation de voyage d'affaires. La dotation de voyage d'affaires pour les entreprises, elle est portée à un plafond de 500 000 dirhams par année pour une entreprise. Donc, avec une entreprise, par exemple, qui envoie ses collaborateurs ou le directeur qui voyage et qui est obligé de loger dans les hôtels, de prendre l'avion, de faire des dépenses, à l'étranger, eh bien, il a 500 000 dirhams, il a un crédit de 500 000 dirhams qu'il peut utiliser pour une année. Et la nouveauté, c'est que même les coopératives soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une dotation de voyage d'affaires jusqu'à 500 000 dirhams. C'était 60 000 dirhams, maintenant c'est 500 000 dirhams parce qu'on s'est aperçu que les coopératives sont devenues dynamiques, sont devenues vraiment des vrais acteurs économiques. On voit toutes les coopératives qui sont créées, surtout dans le domaine agroalimentaire, et qui exportent, qui sont soutenus pour exporter. Et donc, comme ils sont obligés de faire des voyages d'affaires et pour promouvoir leurs marchandises, l'Office d'échange les autorise, comme les entreprises classiques, jusqu'à 500 000 dirhams de dotation. Et ces dotations, comment est-ce qu'ils peuvent l'avoir? Donc, c'est-à-dire, ça va être sur des chèques internationaux, cartes internationales, ou comment ils vont, c'est-à-dire avoir sur eux cet argent? Comment ils vont le faire pour le faire sortir? Alors, ça, c'est une bonne question. Il y a deux moyens. Alors, le moyen pour quand j'envoie un collaborateur, généralement, c'est la pratique. On lui donne les devises en billets. On lui donne les devises en billets, il passe la douane, il est fouillé, il montre l'autorisation de dotation, on ne le freine pas, donc il n'a rien à craindre. La deuxième solution, c'est que si moi je fais mon voyage de l'année, mon voyage d'affaires de l'année et que je suis le seul, le seul dans l'entreprise, je suis le cadre et on m'envoie pour un voyage à faire pour décrocher un gros contrat et qu'on me donne 500 000 dirhams en devise, si je l'emporte dans ma poche, ça c'est pas pratique. Donc en fait, il y a la possibilité de la créditer sur une carte bancaire, de créditer une carte bancaire jusqu'à 50 000, 60 000, 100 000 dirhams, l'équivalent, et donc le collaborateur ou le directeur va pouvoir utiliser ces dotations avec sa carte. Alors, je ne sais plus si les chèques de voyage en devise, je sais que moi, je date des années 80 et 70, donc je ne sais pas si ça existe encore. Ça, c'est la question. Hein. Mais les chèques, comment on les appelle déjà? C'est des chèques, c'est des chèques en devise, en fait. C'est des tickets. Oui. C'est des tickets en devise, ça ressemble à de l'argent, comme des tickets restaurants d'ailleurs, qui sont fabriqués par Darska. Mais je ne sais pas si ça existe encore. Maintenant, on a résolu le problème avec les cartes magnétiques, Super. cartes bancaires. Ben, y a-t-il, pour une société, est-ce qu'il y a un risque de change?
Pour une entreprise, il y a moyen d'assurer ce risque. Alors, effectivement, le risque de change existe existe de plus en plus avec la fluctuation. Alors, vous avez vu dernièrement, vous avez assisté à une chute vertigineuse du dollar et surtout de l'euro. L'euro est aujourd'hui se négocie à 10,30, 10,30, 10,28, 10,30. Nous n'avons jamais vu ça. Hein. L'euro était à 11 dirhams, 11 et quelques, il y a quelques années. Maintenant, il est à 10,30. Et donc, en fait, une société qui a vendu une prestation, une société marocaine qui a vendu une prestation, qui a vendu de la marchandise et qui doit être payée à 90 jours, aujourd'hui, elle dit, si je suis payé aujourd'hui, je suis payé à 10,30, mais je ne sais pas où ça peut aller. Donc, je risque d'être payé d'ici 90 jours, je risque de n'avoir que 9 euros. Je ne le souhaite à personne, mais si c'est le cas, c'est une catastrophe parce que toute sa marge va être engloutie. Donc, d'où la nécessité de prendre une assurance. Et pour prendre une assurance sur la devise, il faut la prendre à l'étranger. Et pour la prendre à l'étranger, il faut payer la compagnie d'assurance à l'étranger. Et l'Office d'échange permet de souscrire une assurance donc de couverture, ce qu'on appelle une assurance de couverture de change à l'étranger par le moyen légal d'une autorisation tout à fait normale de l'Office d'échange. Et puis, donc, on voit de plus en plus qu'on a d'entreprises qui s'installent dans les zones franches. Et donc, est-ce que les banques marocaines sont autorisées à financer ces sociétés-là, qui sont sur la zone franche? Ah oui, alors ça, c'est une question cruciale. Alors, il faut savoir que les banques marocaines ne sont pas autorisées à financer les sociétés étrangères. Donc, ça vient de ce principe. Okay. Et on considère que les sociétés qui sont installées dans les zones franches, que nous appelons aujourd'hui les zones d'accélération industrielle, c'est le nouveau terme consacré depuis 2020, une société installée sur une ZAI est considérée comme une société étrangère. Donc, même l'Office d'échange n'a plus la main sur cette société-là. C'est une société qui travaille en devise parce qu'il est considéré comme une société pratiquement étrangère sur un plan juridique. On leur a donné un statut qui leur permet de travailler en devise en toute liberté. En toute liberté contrôlée, parce qu'on ne peut pas non plus utiliser cette devise sur le territoire, etc. Donc, en fait, c'est une souplesse, c'est une liberté qu'on leur donne, mais dans le cadre de la loi. Et donc, en fait, les banques marocaines, comme je disais, ne sont pas autorisées à financer ces sociétés-là. Les banques qui étaient autorisées à le faire, c'était les banques offshore. Donc, dans chaque zone, dans chaque zone à l'époque, zone franche, et quand je dis zone franche, c'est-à-dire sous douane, hein, quand il y a la barrière douanière, parce que vous pouvez avoir, par exemple, la zone franche de l'offshoring qui est à Casanir Shore ou à Technopolis. Ça, ce n'est pas une zone franche au sens douanier, parce que la barrière, c'est juste la barrière de sécurité. Et donc, il y avait une banque. Donc, par exemple, vous prenez la zone franche de Tanger ou la zone atlantique de Kinitra ou celle de Casablanca qui est dédiée à l'aéronautique. Vous avez des banques qui sont à l'intérieur de la zone et qu'on appelle des banques offshore qui sont des filiales de sociétés bancaires marocaines et qui sont autorisées donc à financer ces banques, ces sociétés. Et donc, depuis qu'on a démantelé les banques offshore, on les a arrêtées au Maroc, ils n'existent plus, hein, de par la loi, les banques marocaines sont autorisées à financer les sociétés installées dans les zones franches comme les autres sociétés. Et donc, elles les financent. Par contre, ce sont des prêts qui sont faits en devise. J'ai envie un peu de parler des Marocains résidant à l'étranger. Et puis, est-ce que que prévoit l'Office d'échange pour ces gens-là lorsqu'ils veulent acquérir un bien au Maroc? Alors, ça, c'est une mesure qu'a prise l'Office d'échange
qui n'est pas du tout très connu, qui n'est pas connu et qui mérite d'être connu par les Marocains résidant à l'étranger. Alors, la chose c'est la suivante. Le résident marocain à l'étranger qui souhaite acquérir un bien immeuble au Maroc, donc un logement par exemple, euh, peut demander le crédit à sa société dans son pays de résidence. On prend par exemple quelqu'un qui est installé aux Pays-Bas, en Hollande, et qui veut acquérir un bien immobilier ici au Maroc, va aller voir sa banque hollandaise qui va lui dire, monsieur, je ne peux pas vous accorder ce crédit parce que le bien n'est pas situé sur Hollande, il n'est pas en Europe. Et je ne sais même pas si ce bien existe ou pas. Même s'il lui ramène une attestation de la conservation foncière marocaine, etc., la banque hollandaise ne pourra pas le croire sur la base de ce genre de document. Donc, en fait, l'Office d'échange a institué une mesure toute simple, c'est de dire, vous pouvez prendre ce crédit auprès d'une banque hollandaise et moi, banque marocaine, je vous cautionne, je vous donne ma caution. Et comme les banques marocaines sont connues, et on le sait très bien, elles sont toutes, grâce à Dieu, dans les grandes métropoles, que ce soit en Europe, maintenant même aux États-Unis, nous avons certaines banques qui sont aux États-Unis, en Asie, en Afrique, ça c'est quelque chose de très courant. Eh bien, les banques marocaines ont la cote et elles peuvent donner donc une caution pour cautionner un crédit pour un Marocain résident à l'étranger, pour prendre un crédit et pour financer un bien au Maroc. Alors, pourquoi il va le prendre à l'étranger et il ne va pas le prendre au Maroc? Ben, c'est son choix. Et deuxièmement, parce que ça peut lui coûter beaucoup moins cher de prendre un crédit à l'étranger, parce qu'aujourd'hui, on parle de taux zéro, et des fois des taux négatifs, que c'est quelque chose, on marche sur la tête. Et donc, pourquoi ne pas en profiter? Toujours par rapport aux Marocains résidant à l'étranger, donc ils envoient de l'argent malgré le Covid et tout ça, donc au Maroc. Si jamais ils décident, s'il y a un besoin de retourner cet argent ou cette devise dans leur pays d'origine, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ça, c'est une bonne question parce que, justement, en lisant la presse ces derniers temps, nous avons remarqué que les Marocains résidant à l'étranger ont envoyé des devises au Maroc avec une consistance qui dépasse les autres années. Et les gens se sont un petit peu posé la question, comment se fait-il alors que la crise, je dirais, bat son plein dans tous les pays et les pays européens ou aux États-Unis, c'est exactement la même chose, là où se trouvent les Marocains. Donc, un Marocain résident à l'étranger, qui, un Marocain qui réside à l'étranger et qui envoie de l'argent au Maroc, d'accord, ses économies, c'est tout à fait son droit, en cas de coup dur, à un moment donné, il a besoin de cet argent dans son pays de travail. Et on l'a vu avec la crise, par exemple, de 2008, 2011, où un certain nombre de Marocains se sont retrouvés au chômage, en Espagne notamment, et dans d'autres pays. Et donc, des fois, c'est leur famille marocaine hein, qui les aide finalement à un retour d'ascenseur. Et donc, en fait, l'Office d'échange, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit la chose suivante, si vous avez un besoin, un cas exceptionnel de retour, de faire retourner cette devise chez vous, on vous donne l'autorisation de le faire jusqu'à la limite de 100 000 dirhams. Alors, pourquoi 100 000 dirhams? Parce que c'est un petit peu, je dirais, la moyenne des économies, c'est un calcul statistique des économies des Marocains résidant à l'étranger qu'ils envoient au Maroc. Et donc, c'est déjà une très bonne initiative de prendre cette démarche et de fixer ce montant-là comme une possibilité en cas de coup dur et de demande de rapatriement de cet argent-là en cas de besoin dans le pays d'origine.
C'est Argy, dans le cas contraire, donc un touriste marocain ayant eu sa dotation pour aller dans un pays d'Europe ou ailleurs, et puis il n'a pas consommé toute sa dotation en retournant au Maroc, qu'est-ce qu'il peut faire avec la devise qui lui reste? Est-ce- Euh, alors, ça, c'est une colle. Je ne sais pas. C'est, alors, oui, c'est facile de prendre, c'est difficile de rendre. En principe, je vais prendre l'exemple de la dotation de voyage d'affaires. Il est tout à fait exigé que si une dotation de voyage d'affaires n'est pas utilisée, parce il faut prouver l'utilisation de la dotation de voyage d'affaires, l'entreprise est dans l'obligation de la retourner à la banque. Et quand vous la retournez à la banque, vous créditez votre plafond de 500 000 dirhams, ce qui est une bonne chose. Maintenant, je vois mal un touriste qui a pris sa devise de 45 000 dirhams, sa dotation, n'en utiliser que 15 000 et revenir et voir aller à sa banque en disant bah, écoutez, je vous retourne ce qui reste. Ça peut être une bonne chose parce qu'il va créditer son compte. Vous allez me dire, il va en bénéficier en dirhams. Et de toute façon, quand il en aura besoin, il aura ses 45 000 l'année suivante pour pouvoir partir. Mais je pense qu'il est tout à fait légal et tout à fait normal de garder cette devise, de préférence sur sa carte bancaire, et ça va se cumuler pour pouvoir l'utiliser plus tard. Alors, je parle franchement, cette question-là, je parle à brûle pour point, à confirmer. À confirmer. On ne peut pas tout savoir. Donc, moi aussi, j'apprends tous les jours. Et donc, c'est une question à laquelle je répondrai volontiers si, dès que je la mettrai sur LinkedIn, par exemple, parce que c'est vraiment une colle. Oui, c'est vrai que c'est le cas pour beaucoup de Marocains, bon, de touristes. Ça arrive souvent que les gens n'ont pas consommé tout l'argent, peut-être, et puis bon, ils ne savent pas quoi en faire. Et sachant, je crois qu'on on peut pas garder la devise, c'est-à-dire sur nous, pendant longtemps, plus pour une période, je ne sais pas. De toute façon, je ne maîtrise pas la chose, mais je crois qu'il y a quelque chose qu'il faudrait aller chercher dans ce sens-là. Ce qui nous amène plutôt à parler des cartes de dotation, donc les cartes de dotation touristiques. Sont-elles digitalisées aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que c'est des cartes qu'on peut utiliser d'une façon un peu numérique, bon, et puis dans le cadre de la digitalisation? Écoutez, franchement, je tire chapeau à nos banques et au niveau où elles sont arrivées aujourd'hui dans la digitalisation, et notamment pour ces cartes de dotation touristique. Elles fonctionnent très bien et on a même la possibilité de les charger en ligne. C'est-à-dire que vous pouvez demander à charger votre dotation de 45 000 dirhams sur votre carte en devise et vous le faites en ligne. Vous n'avez pas besoin de demander à votre responsable de guichet ou de la banque pour le faire. Vous pouvez la charger et on vous donne vos 45 000 et en fait, il y a un décompte qui est fait, c'est 45 000 dirhams par année. Et ça répond un petit peu à votre question. C'est une question de confiance. C'est-à-dire que vous avez droit à vos 45 000 euros. C'est pour votre voyage. À partir du moment où ça ne fait pas souffrir les deniers de l'État et justement qu'on n'a pas forcément grand besoin pour acheter des biens et des services à l'étranger, pour les besoins de l'économie, je pense qu'il y a une tolérance. Il y a une tolérance de laisser les ménages garder cet argent pour l'utiliser peut-être plus tard, le cumuler pour l'utiliser plus tard. Mais encore une fois, c'est pour l'utiliser dans le cadre des voyages et non pas pour acheter des maisons. Dans le cas pour payer d'analyse médicale à l'étranger, comment est-ce qu'on peut faire? Oui, alors les analyses médicales, effectivement, quand vous allez voir un laboratoire pour faire des analyses médicales au Maroc, en fonction de ce qui est prescrit,
le client ou le patient croit que toutes les analyses sont effectuées au Maroc. Alors, je vais vous donner un indice. Quand un laboratoire vous dit revenez demain, je vous donne les analyses, c'est-à-dire qu'il les a faites au Maroc. S'il vous dit revenez dans une semaine, 10 jours, c'est-à-dire qu'une partie des analyses demandées par le médecin traitant ne peuvent pas être faites au Maroc et que le laboratoire marocain est obligé de les expédier d'une manière physique, d'expédier les prélèvements de sang ou autres de manière physique à l'étranger. Ils vont être traités par un cabinet médical, donc un laboratoire à l'étranger. Et ce laboratoire va les réexpédier en express avec le rapport et le laboratoire marocain devra payer ces analyses-là au laboratoire étranger. Et donc l'Office d'échange autorise le laboratoire marocain à payer ces analyses parce qu'on considère que c'est quelque chose qui ne peut pas attendre et qu'une autorisation doit être donnée de manière urgente. Alors ça rejoint aussi, pour ne pas les oublier, je ne sais pas si vous allez me poser cette question ou pas, mais ça rejoint aussi le cas des... oui, le voyage c'est bien, mais je peux acheter des choses en ligne. Hein, si je veux acheter des choses en ligne et qu'on me dit que je ne peux pas le faire avec la dotation de voyage, comment faire? Je veux acheter des CD de musique, je veux acheter un appareil en ligne, etc. Sachant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'officines qui le permettent, comme, je ne sais pas, comme Amazon, comme AliExpress, etc. Et donc, en fait, on a beaucoup, surtout les jeunes, qui peuvent acheter, qui achètent à l'étranger, des fois avec des petites sommes, mais c'est des fois des gadgets, c'est des fois des choses qui sont utiles, etc. Et ça fait partie, en fait, du confort qu'on peut avoir, et c'est tout à fait normal. Et donc, l'Office d'échange autorise toute personne à acheter à l'étranger à hauteur de 15 000 dirhams. À hauteur de 15 000 dirhams, il a une dotation de 15 000 dirhams qui est en plus de la dotation de voyage pour faire des achats à l'étranger dans le e-commerce. Et si, par exemple, est-ce que ça rejoint le fait qu'on peut régler donc avec un compte d'entreprise des prestataires étrangers, comme les abonnements LinkedIn, Google? Est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable. Ça fait partie dans la limite des 15 000 dirhams. Les Donc, 15 pour 000 les dirhams. personnes physiques, c'est dans la limite des 15 000 dirhams. Pour les sociétés, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à condition de présenter une facture, de présenter un contrat. Et on présente le dossier à la banque. Et la banque est là une délégation pour payer ce genre de prestations. Elle examine le dossier et elle vous autorise sous sa responsabilité à payer ce que vous voulez acheter de l'étranger. Est-ce qu'il y a donc l'office de change, est-ce il y a forcément donc des normes sur les factures, comment on doit présenter les factures? Euh, Parce que souvent, ces factures ne sont pas cachetées. Et donc, est-ce que l'office de change peut les accepter ou est-ce qu'il y a des normes à respecter? C'est-à-dire qu'on peut demander c'est-à-dire à nos collaborateurs à l'étranger de dire, écoutez, voilà, la facture doit être telle forme pour que ça soit accepté par l'office d'échange. Alors, il y a différents types de factures. Si c'est une facture qui est exceptionnelle ou ponctuelle, on n'a pas besoin de contrat. Donc, on présente la facture à la banque. C'est directement à la banque. On ne présente pas l'office d'échange, on présente la facture à la banque. Sur la facture, vous devez mettre votre cachet à vous. Vous mettez votre tampon à vous et vous mettez bon pour paiement, bon pour acceptation et paiement. Et vous signez sur la facture avec votre cachet rouge. OK. Sur la copie, bien sûr, de la facture. Ensuite, vous présentez une attestation avec votre papier en tête à la banque, selon laquelle la prestation a été réellement consommée, réellement effectuée. Okay. Donc, vous attestez que cette prestation a été donnée de manière réelle. Et vous donnez un ordre de virement donc à la banque en disant à la banque, soit vous lui dites la retenue à la source, parce qu'elle a retenu à la source de 10%, il ne faut pas l'oublier. Donc, soit vous dites à la banque, vous prélevez la retenue à la source directement,
ou bien vous lui amenez la preuve comme quoi vous avez payé la retenue à la source à travers la plateforme de la DGI, à travers Sible. Donc ça, c'est une facture ponctuelle. Si vous avez par contre une facture d'une prestation continue, c'est par exemple de l'assistance technique continue, à ce moment-là, il faut présenter un dossier un peu plus costaud avec le contrat, d'accord? Et de la même façon, la facture, l'ordre du virement, l'attestation comme quoi la prestation a été effectuée et la banque exécute le paiement. Ben, super. Et en ce qui concerne la dotation de voyage d'affaires, est-ce que l'attestation de régularisation fiscale est toujours exigée ou il y a des lois qui régissent, donc, c'est-à-dire la dotation de voyage d'affaires? Alors, effectivement, ça, c'était le casse-tête qu'avaient les entreprises pour faire des voyages d'affaires. Il y avait l'exigence de l'attestation de régularité fiscale. Alors, franchement, je ne vois pas la relation entre l'attestation de régularité fiscale et des voyages d'affaires. Parce que je peux aller au cas extrême. Une société qui n'a pas payé sa TVA une TVA parce qu'elle a des problèmes de trésorerie, eh bien, elle va la payer quand elle pourra avec des pénalités. Et si elle demande l'attestation de régularité fiscale, elle va voir qu'elle n'est pas réglo de manière fiscale. Donc, si elle se présente à sa banque pour faire un voyage d'affaires justement pour faire du business et ramener de l'argent, pour l'entreprise, la banque va lui dire, écoutez, ramenez-moi l'attestation de régularité fiscale. Donc, on va tourner en rang. Je ne peux pas vous donner l'attestation de régularité fiscale parce que je n'ai pas de trésorerie. Je vais voyager et j'ai besoin d'argent pour faire des affaires et ramener de l'argent. À ce moment-là, je peux vous payer avec des pénalités. Donc, finalement, l'Office d'échange a pris une décision intelligente en disant, on supprime l'obligation d'amener l'attestation de régularité fiscale pour avoir une dotation de voyage d'affaires. Si on revient un peu vers le cas des Marocains résidant à l'étranger et qui ont un bien ici au Maroc, qui ont mis leur bien en location et donc qui reçoivent leur loyer, est-ce qu'ils peuvent le recevoir en devise? Oui, alors effectivement, bon, dans ce que j'appelle moi le code général de l'Office d'échange, mais en fait c'est l'instruction générale de l'Office d'échange, les MRE ont une place de choix. Pourquoi? Parce que on leur accorde une grande attention, parce que c'est des gens qui envoient de la devise au Maroc, qui contribuent à l'économie, qui sont des citoyens comme tous les Marocains. Et donc en fait, par le fait qu'ils manipulent de la devise, on leur a donné justement ce pavé dans le code général de l'Office d'échange. Et comme facilité qu'on leur donne, c'est que s'ils achètent un bien au Maroc et qu'ils donnent en location, le locataire va les payer en dirhams. Seulement, l'investisseur aussi au Maroc va dire, bon, ben, écoutez, le dirham n'est pas convertible, qu'est-ce que je vais en faire? Si j'ai besoin de ces revenus pour pouvoir financer quelque chose dans mon pays de travail, comment puis-je faire? Et donc, c'est pour ça que l'Office d'échange autorise les Marocains résidant à l'étranger qui achètent un immeuble au Maroc, eh bien, de mettre le loyer, le revenu de ce bien, dans un compte en dirham convertible. Okay. Et à partir du moment où le Marocain n'est pas résident au Maroc et qu'il a son compte en dirham convertible au Maroc, il peut disposer de son compte comme il le souhaite. Est-ce qu'il y a, donc un Marocain résident à l'étranger peut avoir plusieurs comptes en devise au Maroc ou il a seulement un seul compte? Alors, si on réfléchit un peu, normalement, non. Quand on ouvre un compte en devise dans une banque, si je m'amuse à ouvrir plusieurs comptes en devise, ben, pour ma dotation, je vais pouvoir avoir 45 000 ici, 45 000 là, etc. Et donc, en fait, je vais me retrouver avec un budget énorme. Et donc, par contre, là où c'est permis, c'est d'ouvrir des comptes par devise. Parce que vous savez que pour pouvoir payer en euros, il faut que j'ai un compte en euros. Pour payer en dollars, il faut que j'ai un compte en dollars. Si je veux encore payer en canadien, il faut que j'ai un compte en dollars canadiens. Et donc, en fait, c'est la possibilité pour les gens qui, par exemple, travaillent sur deux continents, d'avoir un compte en euros et un compte en devises. Et l'intérêt d'avoir un compte en devises,
c'est que l'argent, quand il rentre dessus, n'est pas converti. Donc, il n'y a pas de perte de change. C'est pour ça qu'il y a intérêt des fois à avoir un compte en euros et un compte en dollars. Vous savez, là, donc, à Sherbrooke, on reçoit des étudiants étrangers. Et puis, ils ont un petit problème des fois. Bon, je vais parler en général que ce soit un étudiant ou même un étranger qui arrive au Maroc. Et avant d'avoir sa carte de séjour, il a du mal à ouvrir un compte en dirham. Et puis, bon, des fois, donc, ils arrivent avec l'argent, mais ils ont du mal à ouvrir un compte en dirham. Est-ce qu'il y a des facilités, est-ce qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire pour ne pas avoir toujours de la liquidité sur eux avant d'avoir leur carte de séjour pour ouvrir le compte? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, vous avez cité le cas des étudiants, mais c'est aussi le cas des expatriés qui arrivent au Maroc pour travailler dans des entreprises. Et effectivement, ils ont la possibilité, un étranger a la possibilité d'ouvrir un compte en dirham convertible avec son passeport. Juste avec son passeport, il couvre un compte. Mais le compte en dirham convertible, le problème, c'est que vous ne pouvez mettre dessus que des devises. Et donc, étant au Maroc, s'il reçoit des dirhams, il ne peut pas les mettre dans ce compte-là, il ne peut pas les loger dans ce compte en devises. Donc, la solution, c'est que l'Office d'échange autorise, que ce soit l'expatrié ou l'étudiant ou l'étranger qui vient pour travailler ou pour étudier au Maroc, en attendant d'avoir sa carte de séjour, il l'autorise pendant 6 mois. Les 6 premiers mois, d'aller dans une banque, de présenter son passeport, de présenter une attestation comme quoi il est en train de faire ses papiers, d'accord? Et la banque lui ouvre un compte en dirham. Et donc, il peut recevoir des dirhams, il peut payer en dirham, etc. Et à charge pour lui que quand il va obtenir le récépissé de sa carte, dès qu'il reçoit le récépissé de sa carte, c'est d'amener une copie du récépissé à la banque et la banque va officialiser le compte parce qu'au départ, c'est un compte provisoire de 6 mois qui est surveillé par la banque. Elle attend les 6 mois. S'il n'apporte pas les 6 mois, il le ferme. S'il ne rapporte pas les éléments pendant les 6 mois, il le ferme. Donc, il a tout intérêt, dès qu'il a son récépissé de carte de séjour, qu'il le rapporte à sa banque et sa banque officialise le compte. Et vous savez que quand on a un récépissé, il faut se présenter à la préfecture 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, il y a une enquête qui est faite. Et une fois que l'enquête est satisfaite, la préfecture délivre une carte de séjour définitive plastifiée pour 1 an ou pour 5 ans en fonction des situations. Est-ce qu'un Marocain a le droit d'acquérir des actions cotées dans des bourses étrangères? C'est oui. Quels sont les marchés? Quelles sont les démarches? Alors, je n'ai pas entendu la question. Alors, la question donc, qui dit, est-ce qu'un Marocain a le droit d'acquérir des actions cotées dans des bourses étrangères? C'est oui. Si oui, quelles sont les démarches? Alors, d'abord, c'est non. C'est tout simple, c'est non. Je vous dis pourquoi. Parce que les seules personnes autorisées à avoir des valeurs mobilières, donc à acheter des actions ou des parts sociales à l'étranger, sont 2 personnes. La première, c'est quelqu'un qui a des stocks options. C'est-à-dire que dans ma société, au Maroc, ma société est une filiale d'une société étrangère. Et la maison mère, à l'étranger, va offrir la possibilité à ses salariés, que ce soit des salariés, si on prend par exemple l'exemple de la France, elle va autoriser ses salariés en France ou bien ses salariés dans la filiale marocaine à posséder des actions de la société mère. C'est ce qu'on appelle des stock options. Et dans ce cas-là, l'Office d'échange autorise l'acquisition de parts dans le cadre d'un plan de stock option. La deuxième possibilité, c'est les dirigeants qui sont obligés d'avoir ce qu'on appelle des actions de garantie. Mais dans la loi, dans l'absolu, il faut des actions de garantie. Et donc, l'Office d'échange autorise d'avoir ces actions de garantie pour permettre aux dirigeants marocains de faire partie des conseils d'administration des sociétés, de sociétés étrangères. À part ça, il est interdit à date qu'on puisse faire de la spéculation sur le Nasdaq ou sur
ou à Londres, etc. Donc, en fait, pour l'instant, ce qu'ils font, c'est quelque chose qui n'est pas du tout autorisé. On n'a pas le droit d'investir en tant que personne physique à l'étranger. J'ai une autre question, si vous permettez, M. Haji. Il y a une personne qui demande, donc, ses cousins, bon, qui sont en France, ils ont eu un héritage au Maroc. Comment ils peuvent faire pour rapatrier leur héritage en France, sachant qu'ils habitent en France? Oui. Alors, quand on a hérité au Maroc et qu'on est résident à l'étranger, il y a la possibilité de rapatrier le fruit de l'héritage si on vend le bien au Maroc. Alors, si le bien a été financé en devise par le défunt, il y a possibilité de rapatrier la totalité en une seule fois du fruit de la vente. Par contre, si le bien a été financé en dirham ou bien qu'on n'a pas retrouvé les papiers de l'origine des fonds, d'accord, parce que le défunt les a cachés et on ne retrouve plus la cachette, eh bien, l'office d'échange autorise quand même de les rapatrier avec un étalement sur 4 ans, à raison de 25% par année, ce qui est déjà je dirais, une bonne souplesse. Alors pourquoi 4 ans? Parce que c'est pour ne pas perturber les finances de l'État en devise. Mais c'est tout à fait possible. Une autre question qui parle d'un Marocain qui habitait en France et puis il avait acquis déjà, il avait des biens, il avait de l'argent dans son compte en France, et puis qui retourne au Maroc après 5 ans, il décide d'utiliser l'argent qu'il a en France, d'acheter un bien immobilier. Est-ce que c'est tolérable par l'office d'échange? Alors, donc, si j'ai bien compris la question, c'est quelqu'un qui était résident à l'étranger, d'accord, Oui. qui a gardé, qui est rentré définitivement, enfin, définitivement au Maroc, c'est-à-dire il est rentré et devenu résident fiscal marocain, et qui a gardé son compte à l'étranger. C'est en plein ça, oui. Donc, c'est quelqu'un, c'est tout à fait, je dirais, autorisé de garder son compte à l'étranger avec les fonds qu'il a à l'étranger. Maintenant, quand il rentre au Maroc en tant que résident fiscal au Maroc, et qu'il veut, c'est une fois qu'il est rentré et qu'il est devenu résident fiscal au Maroc, qu'il décide d'acheter un bien à l'étranger. C'est bien ça? C'est en plein ça, oui, c'était la question, c'était ça, oui. Ah oui, c'est parce qu'il regrette de ne pas l'avoir fait quand il était résident à l'étranger. Dans l'absolu, la loi des résidents marocains s'applique. C'est-à-dire que à partir quand il était à l'étranger, il pouvait tout faire. S'il rentre au Maroc, il peut garder son compte à l'étranger alimenté. Et donc, en fait, en rentrant définitivement au Maroc, c'est la loi marocaine qui s'applique. Comme pour tous les Marocains, il ne peut plus acheter de biens à l'étranger. J'ai une autre question. Donc, il dit, est-ce qu'il y a moyen de rapatrier les devises numériques du Bitcoin? Déjà, il faut se poser la question comment on les a sortis. Exactement. Si on les a sortis en douce, eh ben, il faut les rentrer en douce. Donc, officiellement, non, parce que déjà, au Maroc, il n'y a pas encore de réglementation d'utilisation du Bitcoin. Donc, ça, c'est déjà une première constatation. La deuxième, c'est la personne donc intelligente et je dirais qui a eu de la chance d'avoir des bitcoins et qui les a vendus, qui les a cédés à l'étranger pour les rentrer au Maroc. Ben, s'il est résident à l'étranger, ben, c'est un éméreux. Un éméreux a le droit d'ouvrir un compte au Maroc et de faire rentrer cet argent. Franchement, moi, la démarche que je ferais, c'est d'aller voir l'office d'échange et de leur demander l'autorisation de faire rentrer cette devise. Parce que de toute façon, c'est de la devise, c'est dans l'intérêt du Maroc. Il faut trouver un terrain d'entente avec l'office d'échange en faisant amende honorable et puis de dire, bon, écoutez, j'ai cet argent, qu'est-ce que j'en fais? Je veux le faire rentrer au Maroc, est-ce que je peux le faire ou pas?
C'est la seule réponse que je peux donner à cette anecdote. Est-ce que vous avez encore du souffle pour une autre question? Allez, on va prendre peut-être une dernière parce qu'il Oui, est. exactement, et voilà, c'est pour ça. Voilà, et je dirais que de toute façon, l'auditoire pourra nous contacter sur LinkedIn Exactement. Oui. pour poser les questions ou sur Facebook. On pourra répondre avec plaisir aux questions auxquelles nous n'avons pas pensé. Ah, super. Ben, écoutez, sur ce, je vous remercie infiniment, Monsieur Argy, pour votre intervention et pour votre vos riches informations et puis la pertinence de votre sujet. Et donc, nous espérons vous revoir très prochainement pour un nouvel événement. Sachez donc que normalement, l'enregistrement de ce webinaire donc, sera diffusé auprès des participants et puis sera sur LinkedIn et puis sera distribué aussi donc, sur YouTube. Et donc, on vous remercie encore et on remercie au nom de l'équipe, donc votre équipe au défi et l'équipe de Sherbrooke, tous les participants qui étaient très nombreux et qui nous félicitent d'ailleurs par rapport à ce webinaire. Merci encore à tout le monde. Merci, Monsieur Argy. À très bientôt. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine, Inch'Allah. Merci. À la prochaine, Inch'Allah. C'est un plaisir.